Bienvenue à toutes et à tous. Le programme d'action du gouvernement, le programme Bénin révélé, lancé en décembre 2016, eh bien, c'est un programme qui est porteur d'espérance. Ce sont là les mots du président de la République, Patrice Talon, dans le document de synthèse de ce programme. Aujourd'hui, 3 ans après le lancement de ce programme, est-ce qu'on peut toujours continuer à y croire? En tout cas, quel est le bilan? Puisque nous voyons beaucoup de réalisations, beaucoup de réformes dans des domaines donnés, domaine politique et domaine des infrastructures, également domaine du cadre de vie. Mais sur ce plateau, nous ferons l'exercice dans le domaine social et également de l'éducation avec un acteur du domaine, j'allais dire un travailleur ou un responsable des travailleurs. Sur ce plateau, nous allons accueillir et bien sûr le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. C'est lui qui fera l'exercice. Quelle appréciation peut-on faire de tout ce qui a été fait jusque-là dans ce domaine, dans le domaine social et également éducation, concernant bien sûr le vaste programme d'action du gouvernement actuellement en cours. On est à mi-chemin et c'est le moment de faire donc le bilan. Monsieur le secrétaire général, merci d'avoir accepté notre invitation. Kassa Mompo, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors installez-vous. Vous êtes secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, le PAG pour le quinquennat 2016-2021 est bien sûr lancé en décembre 2016. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2020, pratiquement plus de mi-chemin déjà de réalisation. Aujourd'hui, dans ce domaine précis, surtout concernant l'éducation, qu'est-ce que vous retenez, vous, en tant qu'acteur du domaine? Merci, monsieur le journaliste, de me donner l'occasion en ce début d'année 2020 de me prononcer sur le PAG. Mais avant de commencer, je profite de l'occasion pour présenter mes vœux de santé, de courage et de prospérité à toute l'équipe de l'NTV, à tous les téléspectateurs. Et nous espérons que l'année 2020 soit une année qui puisse apporter donc de meilleures solutions à nos différents problèmes. Et cela suppose qu'il faut que nous ayons d'engagement dans les luttes. J'invite les travailleurs à plus d'engagement, à plus de détermination pour la lutte pour la satisfaction de leurs revendications. Le PAG, je crois que chaque citoyen béninois peut faire le bilan. Le bilan se fait et nous sommes au lendemain d'une fête avant de venir à l'éducation de façon générale. Vous avez vu de façon générale comment la fête a été célébrée dans le pays. Comment, selon vous, c'est de façon très morose où vous allez... avant les abords de Cotonou, les rues de Cotonou, vous allez trouver des cages de poulets en vente. Et cette fois-ci, on n'en trouvait rien. Vous allez dans les boutiques. Est-ce que c'est la morosité forcément économique? Mais justement, il n'y a personne pour acheter. Vous savez, mon épouse a été au port, là on achetait du poisson. Et où on dit, bon, donc à l'occasion de la fête, il ne faut quand même pas manger toujours le poisson simple de 500 000 francs. On voudrait acheter le poisson de qualité, mais on nous dit le kilo est à 3 500. Alors on veut aller au marché pour acheter la viande. Le kilo du mouton est à 3 500, le bœuf à 3 000. En gros, tout est tellement cher par rapport au pouvoir d'achat. Vous allez constater que cela soit Noël ou le 1er janvier, les gens ont fêté dans la détresse parce que la bourse ne répond pas et ne permet pas. Les enfants qui avaient l'habitude de porter de nouvelles tenues à l'occasion de la fête de l'an, de se promener, de saluer des gens, cette année, on a constaté que la plupart des enfants, ils sont restés chez eux parce qu'ils n'ont même pas pu bénéficier de nouvelles tenues puisque les parents avaient des difficultés. Donc, globalement, c'est déjà la physionomie, le bilan du PAG.
Vous avez commencé par... Vous avez quand même vu les nombreux chantiers quand même ouverts, gauche à droite, ça se voit dans le pays. Oui, mais les nombreux chantiers sont ouverts, mais vous les voyez ouverts, mais ils ne s'achèvent pas. Ils continuent. Vous savez, ce qui a été annoncé, normalement, c'est que déjà depuis fin 2016, on devrait constater l'achèvement de ces chantiers, mais Non, pas il fin a fallu 2016, attendre. C'est en 2016 que ça a été lancé. Oui, c'est ce que je dis. Il a fallu attendre même 2017 pour lancer la plupart des chantiers qui étaient annoncés depuis 2016. Et tout le monde voit comment ça avance. Et lorsque, de façon, point de vue comment ça global, avance, d'un point de vue global. avec des chantiers, je n'ai pas eu le temps de vous amener les chiffres ici, ou des chantiers par rapport au coût. Si on vous donne le coût du kilomètre de bitumage, de façon générale, que cela soit au Mono, que cela soit à Cotonou, ou comment on appelle, au niveau de l'UEME là-bas, mais c'est des coûts exorbitants qui, en fait, permettent aux organisateurs, à ceux qui lancent les chantiers. Encore que depuis 3 ans, vous devez constater que tous les entrepreneurs n'ont plus de chantier. Si vous n'êtes pas un entrepreneur proche. Sur quelle étude vous avez fait ce constat? Non, c'est connu de tous que c'est- si vous n'êtes pas proche des gens du pouvoir, vous n'avez pas de chantier. Est-ce que ce n'est pas des Et ça fait que accusations beaucoup de gens gratuites qu'on entend souvent dans la rue, ça? Non, allez, vous êtes journaliste d'investigation, allez investiguer et vous vous rendrez compte que c'est ce que je dis là qui coule la rue et c'est ça qui est la réalité. Oui, mais en attendant, d'un point de vue global, vous l'avez dit, mais j'aimerais qu'on reste beaucoup plus dans ces 2 domaines, liés à l'éducation et au social. Alors, quand on prend ce domaine de l'éducation, il y a eu certaines réformes qui ont été apportées. Quel regard portez-vous sur ces réformes? Est-ce que ces réformes ont pu apporter jusque-là, en fait, des changements ou de l'amélioration dans les conditions de vie des travailleurs du dit domaine, des enseignants, des écoliers et autres? Prenons simplement la rentrée scolaire 2019-2020. Si on prend cette rentrée scolaire, tout le monde a constaté que la rentrée a été annoncée avec pompe par le gouvernement. Mais à un moment donné, nous avons constaté que la rentrée politique s'est effectuée. Mais la rentrée effective, la rentrée politique, c'est-à-dire que le gouvernement annonce que la rentrée scolaire a eu lieu. Mais dans la réalité, la rentrée même n'a pas lieu parce qu'il n'y a pas d'enseignants dans les écoles. Il n'y a pas d'enseignants dans les écoles. Que cela soit au niveau de la maternelle, du primaire ou du secondaire, ou même au niveau de l'université, il y a pénurie d'enseignants. Jusqu'en, disons, la rentrée a eu lieu en septembre, mais jusqu'en octobre, novembre et même en décembre, il n'y avait pas d'enseignants. Il a fallu finalement amener ceux qu'on a appelés les aspirants, qui pour la plupart ont été recrutés dans des conditions difficiles à élucider parce que même là encore, ces aspirants ont été recrutés en privilégiant les jeunes licenciés au détriment des expérimentés vacataires qui ont enseigné pendant des années, qui ont même parfois soit la maîtrise ou le CAPES ou le BAPES, qui ont des diplômes professionnels, qui ont l'expérience. Oui, ceux-là ont été mis de côté. C'est sur un concours que ces aspirants ont été quand même pris. Alors, qu'est-ce que vous auriez souhaité en ce moment-là? Mais c'est ce qu'on ne comprend pas. Si c'est un concours, quel est ce concours qui permet de recruter des gens moins performants et qu'on laisse ceux qui sont performants?
C'est le diplôme. Parce qu'en fait, vous savez, C'est le diplôme. je n'ai rien contre des jeunes, ce sont mes enfants, c'est mes jeunes frères et sœurs. Mais lorsque on prend un jeune licencié, par exemple, qui sort de l'université et qui n'a pas fait une formation professionnelle en éducation, par rapport surtout à la méthodologie, par rapport à l'approche pédagogique, il ne peut rien faire là-bas. Quel est ce test qui a pu permettre que celui-là réussisse au détriment de celui qui enseignait peut-être il y a 10 ans et qui a l'expérience, surtout qu'avec les nouvelles approches pédagogiques, l'approche par compétence, c'est assez complexe au point où les parents maintenant ont des difficultés d'assister leurs enfants à la maison. Donc, il faut nécessairement être initié. Et de façon générale, vous l'avez entendu, même des professeurs expérimentés qui ont le CAPES, qui ont le BAPES, qui ont la maîtrise, qui étaient vacataires, qui ont même passé le test, le premier test qu'ils ont reçu, se sont vus délaissés en faveur d'autres. Indépendamment de ça, c'est que il est resté beaucoup de classes sans enseignants. On a fusionné des classes. On a fusionné des écoles. On a fini même lorsque des gens ont crié, dénoncé. Je félicite l'UNAPEB, l'Union nationale des associations des parents d'élèves, qui a présenté même des statistiques dans certaines écoles pour montrer comment c'est criard, comment on effectue une rentrée sans enseignants. On effectue une rentrée sans salle de classe. Parce que parfois, dans beaucoup de localités, vous voyez des enfants assis à même le sol ou assis sur des briques. On effectue une rentrée donc sous des apatames pendant qu'on crie partout que bon, donc la rentrée s'est bien effectuée. Ça a crevé l'œil. Tout le monde, toutes les presses d'ailleurs ont fait le point, même la presse officielle. Monsieur Mampo, a fait le point pour montrer que dites-nous quand même, au niveau de l'école, les problèmes que vous énumérez sont des problèmes pratiquement que tous les régimes ont eu à connaître tout le long des mandats et autres. Pas de classe, pas suffisant d'enseignants, tous les régimes ont eu. Alors, qu'est-ce que vous reprochez concrètement dans ce sens à ce régime qui, quand même, aujourd'hui, on sait qu'on a, on a un certain nombre d'informations sur les aspirants au métier d'enseignant. Entre-temps, tel que la vacation se faisait, il faut peut-être avoir l'honnêteté de le reconnaître quand même que le milieu a été quand même un peu assaini. Est-ce que ce n'est pas seulement des analyses, un raisonnement d'un point de vue défenseur des travailleurs que vous êtes qui vous amène à dire tout ceci, ou est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas reconnaître quand même que dans ce domaine, il y a eu un peu d'avancée? Parce qu'aujourd'hui, on sait au moins quand même qu'il y a une liste d'aspirants aux fonctions d'enseignement et que ceux-ci bénéficient des formations. Mais entre-temps, en tant que vacataire simple, vous n'avez pas ça. C'est vrai, avec les régimes passés, il y avait déjà les problèmes de l'école. Ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on constate tous que les problèmes se sont aggravés. Les questions de recrutement des enseignants, le problème des vacataires, qui se posaient depuis des années, la solution, c'est le recrutement des vacataires en tant qu'enseignants permanents. Il fallait les recruter comme enseignants, les former, les fidéliser, pour qu'au lieu que vacataires se promènent dans 3 ou 4 écoles, qu'ils puissent être fidélisés dans une école et qu'ils fassent ses cours à plein temps. Et pensez-vous qu'aujourd'hui... Et donc, ceux qui avaient déjà cette expérience-là devaient être effectivement recrutés et gardés dans les écoles, qu'eux-mêmes se sentent d'abord sécurisés parce qu'ils savent que le métier qu'ils exercent, ils pourront vivre de ça. Vous savez, le vacataire, lorsqu'il travaille et qu'il sait que, d'abord, le salaire qui est donné est insuffisant, vous voyez ce qu'on propose aujourd'hui, je crois 80 000, 90 000 à 120 000.
Donc, ce qui ne permet pas de joindre les deux bouts. Et à la fin de l'année scolaire, lorsque vous allez en vacances, il n'y a plus de salaire pendant les vacances. Ce qui fait que, de toute façon, le vacataire d'aujourd'hui, l'aspirant d'aujourd'hui, n'est en rien différent du vacataire d'hier, sinon même que le vacataire d'hier était encore mieux parce que lui, il pouvait encore aller se débrouiller dans plusieurs établissements. Et puis, lui, il savait que, donc d'abord, le salaire était relativement mieux, puis on le recrutait dans les zones où il pouvait avoir d'autres activités pour joindre les deux bouts. Aujourd'hui, on a pris les aspirants un peu comme des gens recrutés comme permanents. On peut les affecter de Porte-Novo à Port-Gare ou de Cotonou à Malanville comme s'ils étaient recrutés à plein temps, alors qu'ils sont considérés tout simplement comme des stagiaires avec une allocation parce que ce qu'on leur donne n'est pas un salaire qui peut couvrir. Donc la situation s'est aggravée. Et je viens de préciser que ce qu'on a recruté aujourd'hui, par rapport aux méthodes de recrutement, on a dit qu'on a fait des concours. Quel est ce mécanisme qui permet de recruter et de délaisser les expérimentés par rapport à ceux qui n'ont pas un grand diplôme, parce qu'il semble que les gens privilégient ceux qui ont la licence, parce que là, on peut recruter beaucoup de licenciés et payer moins par rapport à ceux qui ont la maîtrise ou le CAPES. Ou donc, si ça va à 120 000, ils trouvent que c'est beaucoup. Et on laisse les expérimentés, on laisse les diplômés pour aller recruter ceux qui n'ont pas assez de diplômes. Or, c'est un problème de compétence. Donc, on n'a pas recruté les vacataires. On ne les a pas fidélisés, on ne les a pas rendus permanents. Donc, la situation s'est empirée. Mieux. Lorsqu'on parle de l'éducation, ce qui s'est passé, vous avez suivi dans les réformes ce qui s'est passé. Depuis 2018, vous avez suivi à partir déjà de juillet, lorsque le gouvernement a commencé par parler de l'évaluation des enseignants. L'évaluation des enseignants. Dans des conditions bizarres, des conditions qui ne sont prévues par aucun texte de la République. Tous les enseignants ont crié. Tous les acteurs de l'éducation ont crié. L'objectif, c'est quand même relever le niveau de l'éducation. C'est ce que je dis. Ça passe quand même. Lorsqu'on veut relever le niveau de l'éducation, il faut créer les conditions. Il faut créer les conditions. Pour créer les conditions, il faut recruter suffisamment d'enseignants. Il faut ouvrir les laboratoires, les équiper. Il faut construire les salles de classe. Il faut former les enseignants et pouvoir donc suivre le déroulement des cours. C'est ça. Encore que si on doit aller en profondeur, parce que notre enseignement, il faut reconnaître que nous sommes encore dans un système néocolonial. Vous et moi ne sommes pas français. Nous venons ici, on nous dit que la langue de travail, c'est le français. Moi, je suis Wao, je parle le Waba. Toi, tu es peut-être fond, tu es à l'aise quand tu parles le fond, mais tu n'es pas autorisé à travailler avec le fond dans ton propre pays. Donc, l'instruction devrait se faire dans nos langues maternelles d'abord. On peut utiliser les langues étrangères pour compléter, pour avoir accès à l'information scientifique aussi dans nos langues. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre pour dire que pour que nous allions effectivement à la vraie instruction dans notre pays qui puisse conduire au développement du pays, il faut qu'on commence par s'instruire dans nos langues nationales, quel que soit leur nombre. Aujourd'hui, la science permet de pouvoir faire le travail pour qu'on s'instruise dans nos langues nationales. On peut apprendre l'anglais, le français. Sinon, vous relevez ce défi-là. Ça, je ferme cette parenthèse, encore que des recherches ont été faites. Il y a même des forums qui ont été organisés dans ce sens et des recommandations ont été faites. Rien de tout ça n'a été suivi. Oui, mais je reviens maintenant. Oui, de l'évaluation diagnostique. Je reviens donc à l'évaluation. Donc, l'évaluation diagnostique n'a respecté aucun principe. Vous imaginez quelqu'un qui a fait 30 ans de service, on lui demande de venir s'asseoir sur la même table que celui qui vient de faire 1 an de fonction. Et
et on leur dit de composer sur la même épreuve pour qu'on les évalue. Mais qu'est-ce qu'on évalue? Vous, maintenant, comme journaliste. Si on veut vous évaluer aujourd'hui à Eden TV, est-ce qu'on viendra aujourd'hui vous demander, bon, donc, allez vous asseoir, vous donner une épreuve en journalisme, chacun n'a qu'à composer? Ou bien on vient regarder comment vous déroulez les choses. Si c'est une émission, comment vous conduisez l'émission? Si c'est une production, comment vous avez fait la production? Quels sont les éléments et autres? Et c'est par rapport à ça qu'on vous évalue. Si on vous met si on vous demande d'aller composer sur table, celui qui vient de sortir de l'école, théoriquement, sera très fort, il va vous battre. Mais dans la pratique, il n'aura pas la compétence. C'est la même chose. On ne peut pas conduire, on ne peut pas demander aux enseignants qui sont déjà en train d'être évalués, effectivement. Les enseignants, comment on les évalue? La loi a prévu qu'un enseignant soit évalué en situation de classe. Comme un chauffeur détenteur d'un permis est évalué au volant. L'enseignant en situation de classe, le corps de contrôle, l'inspecteur, le conseil pédagogique, le suivent. Ceux-là le suivent, le corps de contrôle suit l'enseignant du démarrage du cours jusqu'à la fin et conclut, voit ses insuffisances, fait un rapport à ses chefs hiérarchiques. Ce sont ces suivis de classe, ces visites de classe qu'on rassemble et ça permet de voir quels sont les problèmes de façon générale des enseignants et on peut élaborer les modules de formation pour renforcer leurs capacités. C'est comme ça que ça se fait. Et c'est ce que la loi a prévu. Ce gouvernement, il l'a fait en juillet 2018. Au primaire, les enseignants du primaire d'abord avaient résisté en juillet, ils ont fini par composer. Et lorsqu'on a corrigé et qu'on a vu que plus de 98% avaient la moyenne, on a dit non, il faut reprendre à zéro. Donc ils ont compris qu'on voulait les humilier. Et ils ont boycotté en juillet 2018. En janvier 2019, on fait composer ceux du secondaire. Après avoir résisté, plus de 80% ont dit mais c'est une moquerie. Ils ont boycotté. Puis finalement, on identifie une couche. Ceux qui font 18 000 et quelques. Et pendant qu'on dit que les résultats des examens cette année sont bons, le BPC, le bac, le CPE, on dit même que le bac qu'on a obtenu au Bénin, là, on n'a pas eu ce résultat depuis 63. Amélioré, voilà, justement. Et c'est à ce moment que ceux qui sont auteurs de cette amélioration, parce que la plupart des directeurs, des censeurs, des surveillants, des professeurs qualifiés aujourd'hui, ce sont des reversés de 2008. Et c'est à ce moment qu'on décide, pendant qu'on a vu que ce truc d'évaluation a été rejeté par l'ensemble des enseignants, on cible ceux-là et on dit qu'on va les évaluer. Et donc on les oblige, les gens résistent pour dire c'est illégal, c'est arbitraire. Non seulement ce n'est pas prévu par la loi, vous en parlez comme si... non seulement ce n'est pas prévu par la loi. Non, vous en parlez un instant, Kassamampo, vous en parlez comme si il y a un peu d'acharnement contre des enseignants, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est le gouvernement qui définit les priorités. Quel intérêt a-t-on à pouvoir faire de l'acharnement contre une couche donnée? Oui, mais c'est ça qu'on ne comprend pas. Le gouvernement définit les priorités. Il dit même que c'est le gouvernement qui définit l'orientation. Nous avons dit oui. Le gouvernement définit l'orientation. Encore que le gouvernement n'est pas seul. Quand on dit gouvernement, c'est les dirigeants. Il ne le fait pas sans les citoyens, sans les acteurs. On ne peut pas définir l'orientation dans le domaine de la presse sans les journalistes. On ne peut pas définir l'orientation dans le domaine de l'éducation sans les enseignants. Le gouvernement définit les orientations, il définit l'orientation, mais la mise en œuvre obéit à des principes, il y a des matériaux, il y a des textes qui encadrent la mise en œuvre de l'orientation. Donc on ne peut pas se lever parce qu'on est gouvernement, on définit l'orientation, d'accord, mais la mise en œuvre doit être encadrée, et elle est encadrée par des textes. Mais est-ce que, parce que le président de la République est le chef du gouvernement, est-ce qu'il peut se lever pour dire, bon, allez évaluer les élèves debout. Il ne faut pas leur permettre de s'asseoir, ils n'ont qu'à rester debout pour être évalués, pour écrire, pour faire tout. Parce que c'est lui le président, un enseignant peut-il faire ça? Non. Des textes sont prévus, des textes législatifs, des textes réglementaires
qui disent comment on évalue le statut général, la loi portant orientation de l'éducation, les statuts particuliers sur les enseignants du primaire et du secondaire. Et d'autres textes disent comment on doit pouvoir évaluer. Donc, voilà ce que les enseignants, voilà ce que nous avons dénoncé et voilà ce que les enseignants ont dénoncé pour qu'aujourd'hui, en violation de la loi, on décide de les licencier. Aujourd'hui, ils ont le contrat 305 enseignants du primaire et du secondaire, expérimentés, diplômés, qualifiés, parce qu'ils ont dit non, la loi n'est pas respectée, on les licencie, on les renvoie. Et puisqu'on est à l'évaluation du PAG, en fait, le problème de fond qui se pose, c'est que notre gouvernement, c'est un gouvernement qui ne respecte pas la loi. On le verra peut-être dans d'autres secteurs. Le gouvernement ne respecte aucune loi. Le gouvernement est au-dessus de la loi. On a quand même vu beaucoup de combats menés dans beaucoup de domaines. Je dis, mais l'exemple là est là. L'exemple là est là que le gouvernement... C'est votre raisonnement, c'est votre logique. Donc la loi, finalement, c'est le gouvernement. Donc il suffit que le président dise faire, on fait. Si le ministre dit faire, on fait. Concrètement, nous sommes pratiquement, on n'a plus beaucoup de minutes. Donc concrètement, aujourd'hui, en résumé, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce qui a été fait dans le domaine de l'éducation? Dans le domaine de l'éducation, vous savez par exemple que les différents problèmes, d'abord les programmes. L'enseignement, ça n'a pas changé, on n'a rien touché, les problèmes qui étaient là restent posés. Le nombre d'enseignants, je vous ai déjà dit que même jusqu'aujourd'hui, malgré le recrutement des aspirants, encore que vous les entendez, qu'on appelle préinsérés, il manque beaucoup d'enseignants. Encore que ceux-là même n'ont pas le salaire, ils se plaignent. Donc les conditions d'enseignement ne sont pas remplies. Si vous allez à l'université, c'est la même chose. Vous savez que là-bas, au lieu qu'on continue d'organiser l'élection des différents responsables des facultés, des établissements universitaires, on a arrêté de façon arbitraire ce qui se faisait et on commence par nommer. Donc, c'est des nominations, c'est les politiques qui doivent prendre maintenant le pas. Un peu comme dans le primaire, le secondaire, où on nomme comme on veut. Donc, à l'université aussi, la science n'a plus le droit de citer. Parce que là-bas, c'est un monde de science. C'est le lieu par excellence de la science et de la culture, où un minimum de conditions sont définies. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à une démocratisation qui devait être généralisée. Je retiens de vos propos que des efforts sont faits. Mais il reste beaucoup à faire. Aucun effort n'est fait. L'éducation, c'est bien cela. Non, vous n'allez quand même pas affirmer qu'aucun effort n'a été fait. Mais quels sont les efforts qui sont faits? Dites-moi les efforts qui sont faits. Les programmes d'enseignement n'ont pas changé. Le nombre d'enseignants par rapport au nombre d'apprenants n'a pas augmenté considérablement. C'est plutôt à cette rentrée-ci que le manque d'enseignants a été criant, c'était un scandale. Et jusqu'aujourd'hui, il manque encore d'enseignants. Et c'est dans ça... C'est votre position, c'est votre point de vue sur, bien sûr, les réformes apportées et c'est dans ça qu'on licencie de l'éducation pour ce qui concerne le programme d'action du gouvernement Kassamampo. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On aura d'autres plateaux pour continuer, n'est-ce pas, pourquoi pas le débat. Alors, donc pour vous, les problèmes de l'éducation... Les plans d'éducation. Vous savez ce qui est le dernier truc qui est grave au niveau de l'éducation? Rapidement, en quelques secondes. Voilà. On veut privatiser l'école puisqu'on veut confier. Un appel d'offres est lancé pour qu'on recrute. C'est un autre dossier. Pour qu'on recrute des agents, c'est les réformes. Merci à vous. Pour qu'on recrute des agents privés auxquels on va confier les enseignants contractuels. Les enseignants contractuels. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Merci d'être passé sur ce plateau. On a parlé bien sûr du programme d'action du gouvernement. 3 ans après, quel bilan peut-on faire dans le domaine de l'éducation? Il était prévu parler également du domaine social. On n'a pas pu, beaucoup à dire. Il a dit effectivement beaucoup d'autres
autre chose. Certains problèmes, et bien sûr, dans le domaine se sont aggravés. Il invite alors les gouvernants, et bien sûr, à prendre encore à bras le corps ces différents problèmes pour l'amélioration de cadre de vie et également des conditions de travail des enseignants. Merci à tous et à tous. Au revoir et à très bientôt.